Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique et au Luxembourg, et bien sûr sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes sur Facebook. Donc, comme je vous l'avais annoncé, cet après-midi, je reçois sous le soleil de Zouk TV, toujours en lunettes de soleil, Géry Létang. Bonsoir, Géry. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, Géry, j'ai voulu te recevoir seul pour avoir tout le temps qu'il faut pour parler de ce livre, Fillette Lalo, qui est une traversée de l'horreur. Oui. À côté de chez nous. Oui. Nous sommes contemporains de cela et je pense que beaucoup de personnes l'ignorent. Ce que tu vas nous révéler cet après-midi, c'est qu'on a connu des tontons Macoute, mais on n'a pas eu vent des fillettes Lalo. C'est ça? C'est ça, oui. C'est une traversée de l'horreur duvalieriste. Et il faut savoir que François Duvalier avait à ses côtés, comme chef des tontons Macoute, une femme qu'on appelait une fillette Lalo, c'est-à-dire une Macoute femme, une femme Macoute, un femelle Macoute pour parler créole. Et cette femme Macoute, qui est d'abord une femme Macoute du rang, en sortie du rang, va se hisser à la première place des tontons Macoute et des fillettes Lalo. Elle sera le superviseur général, donc le chef suprême des Macoutes hommes et femmes, et le titre officiel de ces Macoutes et fillettes Lalo, les hommes étaient les Macoutes et les femmes étaient les fillettes Lalo, eh bien, on les appelait les volontaires de la sécurité nationale. Et donc, c'est l'histoire, ce livre-là, Fillette Lalo, c'est l'histoire d'une fillette Lalo, que dis-je, de la fillette Lalo, de la fillette Lalo, de la référence suprême en la matière, Madame Max Adolphe. Alors, c'est plus précisément, non pas son histoire, mais sa légende, sa mythologie. Alors, on va partir par le commencement. Pourquoi ce livre? Oui, pourquoi ce livre, Géry? Et puis, je vais remercier mes sponsors avant de continuer l'émission avec Géry. Puis, il va nous dire qui il est, d'où il vient, comment il a écrit ce livre et sa fonction, puisqu'on donne toujours la fonction des gens, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui vont partir faire des études. Et peut-être que le fait d'écouter Géry cet après-midi, où les parents ils vont dire « mais fais ça, on en a besoin de plus en plus dans le pays ». Donc, je remercie Lissac pour mes lunettes, 66 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Je vais remercier Ozone pour ma coiffure. Tu as vu la coiffure, Géry? Quelle classe, hein? Wow, bravo. Hein? Et alors, dans ton livre, j'apprends que les afros étaient interdits sous Duvalier, oui. Et on m'aurait rasé. Absolument. Et on m'aurait torturé pour savoir qu'est-ce que je cache dans ça, puisque c'est un signe de rébellion. Absolument. Donc, alors, Ozone au 24 de la rue Victor Hugo, et puis la boutique Aimée qui m'habille. Aujourd'hui, c'est tout doit disparaître, 20, 30, 40, 50% à la rue Victor Hugo, toujours au numéro 26. Donc, à côté, pour finir, au 41, je vais remercier Maëva pour mon maquillage. Géry, c'est pour toi tout ça, hein, parce que après les autres jours dans la rue, moi incognito. Mais ouais. bravo, hein, bravo pour Maëva, bravo pour tous ces gens qui t'ont rendu belle comme jamais. Ah ben voilà, donc on va remercier Maëva à la boutique It Style au 41 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Donc voilà, Maëva, je vais la faire venir sur ses vacances pour qu'elle nous parle un peu de maquillage. Alors Géry, qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu et comment tu as écrit ce livre? Alors, je suis un ethnologue, j'enseigne l'ethnologie. Alors, qu'est-ce que l'ethnologie? L'ethnologie, c'est l'étude des sociétés, des cultures humaines. Et donc, j'enseigne ça, et j'enseigne en particulier l'étude des sociétés créoles, des cultures créoles, et je m'occupe de 2 diplômes de créolistique, donc la licence de créole et le master de créole. Donc créole, la langue. La langue créole, la langue et la culture créole. Et la culture. Les langues et cultures créoles, parce qu'il y en a plusieurs. Donc je m'occupe de ces enseignements-là à l'université. Et je suis par ailleurs, disons, en plus d'être un ethnologue de la créolisation, je travaille beaucoup sur Haïti, après avoir beaucoup travaillé sur l'Inde. Mais Haïti, pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est un pays fascinant, qui a une culture extraordinaire. Pour un ethnologue, c'est un paradis. Il y a une culture populaire extrêmement complexe, donc qui vaut la peine d'être étudiée. Et puis, Haïti également, parce que j'ai un vieux souvenir, et c'est ce qui m'a amené à ce livre. Il y a de cela peut-être 34 ans,
j'avais rencontré un homme qui s'appelait Louis Roy, le docteur Louis Roy. Mais il me semble que son fils avait eu, quand j'ai lu Les Rois, il me semble qu'il avait un magasin de photos à la rue Victor Sévère dans les années 80. C'est possible. Je sais qu'il avait également une fille qui vivait ici, qui s'appelait Madame Julien. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. Eh bien, le frère et la sœur étaient en Martinique dans les années 80. Oui, c'est ça, oui. Et ils avaient un magasin de photos, développement photo, c'était pas comme aujourd'hui où tu as du numérique. Et je les ai connus à la rue Victor Hugo. Ah ben voilà. Donc, et après, ils sont partis à Montréal. Oui, alors, le parcours du docteur Roy est très particulier. C'est un opposant au régime duvalieriste. C'est un anti-duvalieriste, c'est un humaniste, un type qui a beaucoup compté dans l'histoire et au niveau aussi de la médecine haïtienne. C'est lui qui a créé le premier sanatorium d'Haïti. Il était également professeur de médecine à la faculté de médecine de Port-au-Prince. Il était enfin président de la Croix-Rouge haïtienne. Et comme c'était un humaniste, il s'opposait à la violence, à la vagabondagerie, on peut dire ça ainsi, que déployait François Duvalier quand il arrive au pouvoir en Haïti. Et un jour, il m'explique qu'un jour, il reçoit un coup de fil. J'ai rencontré en Martinique, où j'étais réfugié, 30 ans. Il y a plus de 30 ans de cela, et 50 ans au moins après son départ en Haïti. Il vivait sur la route des Salines, dans une magnifique maison, une ancienne distillerie qui avait été rénovée avec goût, et qui existe encore. Oui, ça existe encore. J'oublie cette maison, mais il y avait un restaurant là-dedans après. Après, oui. Oh là là, une magnifique maison. Il vivait là. Qui est en bordure de route. Absolument. La route, on l'appelait avant route des Salines. Oui. Maintenant, on l'appelle avenue Nelson Mandela, je crois. D'accord. Et donc, il vivait là. Et là, il m'a raconté une histoire extraordinaire. Il m'a raconté pourquoi il avait fui, pourquoi et comment il avait fui Haïti. Alors, il m'explique qu'un jour, chez lui, à son travail, à l'université de médecine de Port-au-Prince, où il donnait des cours, ou à l'hôpital général, je ne sais plus, il reçoit un coup de fil lui disant de fuir, de ne pas... Voilà, il ne repère pas qui lui parle, quoiqu'il a une petite idée, mais il n'en est pas sûr. Il croit reconnaître un commandant du Palais national qui lui dit « Partez, déguerpissez, partez tout de suite, on va vous tuer. » Carrément. Et là, il va récupérer sa femme qui, par bonheur, n'était pas chez elle. Il l'avait déposée chez une amie. Il passe la récupérer et ils prennent donc tous les deux en voiture la direction de la frontière avec la République dominicaine et ils arrivent à fuir comme ça en roulant non-stop. Et c'est pas à côté, hein, la frontière. Non, il a fallu de longues heures. Et de là, bon, il va s'établir à Montréal, il devient médecin et professeur de médecine à Montréal. Et puis, quand il prend sa retraite, il prend sa retraite en Martinique. Et ce monsieur Louis Roy, ce docteur Roy, va rentrer en Haïti après le déchoucage de Bébé Doc, donc du fils de... Donc là, dans les années 1900... non, il arrive dans les années 80 et il repart en 86 au moment où il repart en Haïti depuis la Martinique, donc en 86, lors du déchoucage. Et à ce moment-là, il rentre en Haïti et il devient le président du Conseil d'État haïtien, c'est-à-dire l'organisme qui surveillait, après 30 ans de dictature, qui surveillait le bon fonctionnement, le fonctionnement démocratique des choses. Et il va également être l'un des pères, le père principal même, de la constitution haïtienne de 87. Et puis il y aura de nouveau un coup d'État, il va fuir, rentrer à Montréal, et puis après, il va revenir en Haïti. Son épouse, que j'ai connue ici, est aujourd'hui encore en Haïti. Alors, c'est lui qui... En 86, non, en 84 ou 85, il y a de cela 33 ou 34 ans, m'expliquait les conditions dans lesquelles il avait fui. Et il me disait que, à ce moment-là, quand les Macoutes qui étaient venus le tuer ne l'avaient pas vu arriver, ils étaient rentrés au Bredouille, et ils rentrent au Fort Dimanche, mais, qui était le quartier général des Macoutes, mais ils rentrent avec les domestiques, le roi, pour les torturer et pour les faire parler. Et l'une de ces domestiques, que nous appelons Mamoun dans le livre, va être interrogée par le chef général des Macoutes, qui est à l'époque Madame Max Adolphe, de sinistre mémoire. C'est une tortionnaire, mais redoutable.
Et comme la servante de roi ne savait pas où était roi, donc elle ne disait rien parce qu'elle n'en savait rien, eh bien, Madame Max Adolphe va prendre une paire de ciseaux et va lui sectionner les mamelons. Lui cisailler les mamelons. Et elle lui dit quand même, vous êtes une femme comme moi, vous n'allez pas me faire du mal. Oui, alors justement, la servante lui dit, mais enfin, vous n'allez pas me faire du mal, vous êtes une femme comme moi. Et la femme, la fillette Lalo, Madame Max Adolphe, lui montre ce qu'une tortionnaire femme peut faire à une tortionnaire, à une femme qu'elle torture. Et cette dame, donc, c'était épouvantable cette histoire. Bien sûr. Et roi m'a dit, Madame Max Adolphe était une fillette Lalo. Alors ce mot m'a surpris. Je l'ai longtemps considéré, et il y a quelques années de ça, j'ai eu envie d'aller au-delà de ce mot, fillette Lalo. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et je me suis rendu compte que le mot fillette Lalo apparaît en Haïti, dans la culture haïtienne, au départ, en tout cas, avant même qu'apparaissent les tontons macoutes et les femmes macoutes. Eh bien, dans la légende. Oui, dans une légende, dans une comptine. Parce que voilà, je la connais, la comptine. Dans une comptine haïtienne, dans une berceuse, une chanson que l'on chante aux enfants pour leur faire peur et pour les faire dormir. Eh bien, que fillette Lalo, qu'elle vient manger, voilà, fillette Lalo. La chanson dit précisément ceci, fillette Lalo, non, tis oiseaux, ola ou pralé, moins pralé qu'à fillette Lalo, oh, fillette Lalo, qu'on mange timoun, si vous allez la manger ou tout. Oui. Traduction, petit oiseau, où t'en vas-tu? Petit oiseau, où t'en vas-tu? Je m'en vais chez fillette Lalo. Oh, fillette Lalo mange les enfants. Si tu vas chez elle, elle te mangera aussi. Alors j'espère qu'Alicia regarde cette émission, mes petits-enfants. Je remercie Alicia pour sa bague. Elle me fournit dans des bagues pas possibles. Et on a acheté un comptine d'une dame qui s'appelle Madame Faro, qui est à Paris, que j'avais reçue ici. Et dans cette comptine, il y a des comptines de toutes les Antilles, dont celle-là. Et on la chantait comme ça, sans comprendre. Et quand elle l'a vu, fillette Lalo, elle me dit, mais on dit ça dans la comptine. Absolument. Et voilà. Et donc, cette fillette Lalo, elle apparaît d'abord dans la comptine, comme une ogresse, comme une diablesse, comme une entité pas très bien définie, mais en tout cas comme une identité détestable, négative, parce qu'elle mange les enfants. Elle mange les enfants. Et la malice populaire va récupérer ce mot, ce nom de diablesse, fillette Lalo, pour l'attribuer aux femmes macoutes. Et en faisant cela, cette opinion populaire, cette malice populaire, va faire la même chose pour les tontons macoutes. Le tonton macoute, c'est au départ également un personnage mythique, mythologique, détestable, qui piège les enfants dans un sac qu'on appelle macoute, un sac traditionnel, et qui est donc un personnage mythologique, un personnage du magique haïtien, et qui va être récupéré par les Haïtiens pour nommer les miliciens, les volontaires de la sécurité nationale. On va préférer à leur appellation officielle tonton macoute pour les hommes et fillette Lalo pour les femmes. Donc, c'est une manière de réagir, de réagir à la violence qui est imposée au peuple, le peuple réagissant en détournant le nom des volontaires, en n'acceptant pas cette expression volontaire de la sécurité nationale pour nommer les miliciens du Valierisme, parce qu'elle ne veut rien dire par rapport à la violence que ces gens déploient, et ils vont préférer à l'appellation officielle de VSN, de volontaires de la sécurité nationale, les autres appellations, fillette Lalo pour les femmes macoutes et tonton macoute pour les hommes macoutes. Alors, on a quelqu'un au téléphone parce que cette émission, elle est en direct, elle est pour vous, avec vous, et vous pouvez poser à Géry Létang toutes les questions que vous souhaitez. Donc, on écoute votre question. Vous nous appelez d'où? Votre prénom, s'il vous plaît. Je suis de Trinité. Oui, merci. Je suis mamie. Oui, mamie. Comme votre émission m'intéresse parce que je suis très branchée sur ce qui se passe dans le monde et surtout à Haïti, que j'ai eu l'occasion d'y aller. Oui. De ce fait, il y a ce monsieur, pour moi, je lui dis un rouleau bravo et j'apprécie ce qu'il fait et je demande qu'au peuple martiniquais, nous qui sont branchés, qui font des choses positives, de faire un petit peu plus souvent ces genres de messages pour faire passer à nos jeunes, pour qu'ils puissent savoir d'où ils sortent, où est-ce qu'ils vont, etc., etc. Je vous remercie, monsieur. Malgré mon grand âge, je prends plaisir de vous écouter et de vous entendre. Et il y a des choses que je ne savais pas. Quand vous avez parlé justement de la femme qui avait
essayé de faire tuer la servante de Monsieur Roy. Ben, j'ai pourtant lu certains livres sur ces genres de trucs-là. Je ne le savais pas. Je sais comment ils fonctionnaient les tontons Macoute, etc. Et vous m'avez apporté un plus. Et je vous remercie. Et je vous dis un rouleau bravo et merci. Merci beaucoup, madame. Merci de la réception que vous faites à mes propos. Merci encore. Merci, mamie. Donc, mamie, on va lire ce livre. Ce livre, il est disponible parce qu'il faut tous l'avoir. Parce que dans le livre, tu dis que Duvalier dit, mais comment amener la démocratie à des gens qui n'ont aucune éducation? Absolument. Donc, en fin de compte, je me rends compte, c'est que quand on n'a pas d'éducation, l'histoire recommence parce que nous pas savons ça qui fait. Oui, alors, je vais vous lire ce passage où il est question justement d'un discours qu'il fait Duvalier et qui est symbolique de ce qu'a été son œuvre, détestable certes, mais d'une violence inouïe. C'est quelle page? Alors, c'est page 31, et nous sommes à un moment où Duvalier fait un discours, et François Duvalier, le père, où il dit ceci. Président à vie, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le livre, président à vie. Président à vie raclate 2 fois sa gorge, manière de signifier qu'il désirait le silence. Un bruit semblable de cheftaine Léonard, c'est ainsi qu'on appelle la femme Macoute en question, la cheftaine Macoute dans le livre, donc cheftaine Léonard ou dame Ernst Léonard. Un bruit semblable de cheftaine Léonard fut répété par 16 000 volontaires de la sécurité nationale, hommes et femmes réunis, tonton Macoute et fillette Lalo donc, lesquels encadraient 307 000 personnes réunies au Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est une grande place immense qu'il y a à Port-au-Prince. Pas loin du palais. Pas loin, tout près du palais national. Le calme frappa comme un coup de poing. Le président ajusta son micro. Citoyens, citoyennes, j'ai entrepris la vengeance. La grande révolution, c'est nous, Noirs, qui l'avons faite, qui avons libéré ce pays de l'esclavage, donné à tous les Noirs du monde raison d'être fiers. Et que s'est-il passé une fois que cette œuvre inouïe a été accomplie? Eh bien, le bénéfice nous en a été confisqué. Les mulâtres, au prétexte que les Blancs étaient leurs pères, ont pris les terres dont nous avions chassé ces derniers. Rappelez-vous ce mot qu'eut alors Dessalines. Dessalines, le fondateur de notre nation. Rappelez-vous ce qu'il disait. Mais les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auront donc rien, disait Dessalines. Non, les Noirs n'ont rien eu. Quant à Dessalines, les mulâtres, qu'on appelle aussi les jaunes, ont comploté pour l'assassiner à Pont-Rouge. Heureusement, je suis arrivé pour terminer le travail, pour finir la révolution entamée par nos glorieux devanciers. Car je suis le marron farouche à la recherche des rayons purs du soleil radieux pour conduire le peuple noir vers plus de progrès, de bien-être. Car l'histoire ne s'arrête pas, ne s'arrêtera jamais. Elle suit sa courbe progressive, sans s'occuper des mortels, prend toujours sa revanche. Je suis la revanche de l'histoire. La révolution noiriste que je poursuis est comme un fleuve qui charrie tout sous son passage. L'irrespect mulâtre nous a fait mal, très mal. Les mulâtres nous ont humiliés en faisant de nous des laquais, en nous recevant sous leur véranda, jamais à l'intérieur, en nous interdisant leurs filles, mais en abusant des nôtres, tout en les prétendant laides, en déviergeant nos fiancés. Le président sans roi s'arrêta. Les souvenirs remontaient, douloureux. C'était dans sa jeunesse, quand il était fou de Sima. Sima, c'est son épouse, sa femme. C'est Madame Simone Ovide, l'épouse de François Duvalier. On l'appelle ici Sima. C'était dans sa jeunesse, quand il était fou de Sima, fruit des amours ancillaires d'un philologue mulâtre. Le philologue, c'est un linguiste. Et le philologue mulâtre en question, c'est l'un des plus grands linguistes haïtiens, on l'appelle Jules Fesne. Lorsque le ventre de sa petite bonne commença à grossir, le philologue logea celle-ci dans une pension de Léogane, accueillant cette clientèle. Il n'y passa qu'une fois, peu après la naissance de l'enfant, pour s'assurer que son teint confirmait qu'elle était bien sa fille. Sima grandit là. Sa peau relativement claire
sa beauté, son chic, attiraient un étudiant en médecine qui faisait chaque semaine le voyage à dos de mulet depuis la capitale pour lui offrir des chocolats. Les autres filles de la pension l'attendaient, car c'était elle qui mangeait les chocolats. Sima, pour sa part, n'en avait que faire. Le dimanche après-midi, à peine avait-elle salué l'étudiant qu'un jeune mulâtre radinait pour l'emmener faire un tour dans sa Chrysler étincelante. Malgré ça, l'étudiant revenait tous les week-ends. Une fois, la mère de Sima avait dit à sa fille « Il est très noir, assez vilain et sent la bourrique. Mais il sera bientôt docteur. L'autre s'amuse avec toi. Il me fera ce que ton père m'a fait. » Sima se résolut à l'épouser, se retrouva par la suite dame consort, soit première dame à vie. Seulement, ils ne furent jamais heureux ensemble. Elle le sut dès la première nuit qu'ils passèrent tous les deux, quand il lui déclara « Finalement, je n'aurais eu que les restes du mulâtre. » Le président reprit sa diatribe. « Les mulâtres nous ont abaissés en nous fermant l'accès aux meilleures écoles, plages, bars, bordels, et en faisant pire encore, en nous imposant les divinités des Blancs, en transformant nos dieux en diables. J'ai donc entrepris la vengeance pour rétablir la justice. Certes, ce n'est pas facile, on veut m'abattre, quelle erreur, je suis un être incorporel. » La voix du président était à présent nasillarde, comme celle du baron, le roi des morts, le dieu des morts dans le vaudou haïtien. Alors, aux mulâtres qui se rebellent contre ce noble projet, mon noble projet, aux noirs esclaves qui servent leur combat d'arrière-garde, je dis, mes représailles seront terribles. Voilà. Donc voilà un exemple de la doctrine qui sous-tendait la dictature duvaliériste, c'est-à-dire une doctrine noiriste contre les mulâtres qui avaient été longtemps au pouvoir et qui avaient, il faut bien le reconnaître, spolié les Noirs, au moins en partie. Mais ce noirisme que va déployer Duvalier va être également une spoliation de la masse noire, par des Noirs plus aisés. Donc ça n'a rien amélioré. C'est nègre contre nègre, c'est de là que ça vient. Absolument. On a dans l'histoire d'Haïti deux doctrines qui s'affrontent. La doctrine mulâtriste qui pense que comme les mulâtres sont plus proches des Blancs, ils sont supérieurs aux Noirs et en vocation donc à gouverner le pays. Et la doctrine noiriste qui dit que comme les Noirs sont majoritaires, c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont normalement vocation à avoir le pouvoir. Mais dans tous les cas, ce sont des doctrines raciales qui sont aujourd'hui quand même dépassées, mais qui, à l'époque de Duvalier, dans les années 50, avaient quand même un fondement conséquent. En tout cas, avaient des effets conséquents, même si ce n'est pas le fondement réel, en tout cas au niveau rationnel. Alors, je reviens donc à pourquoi ce livre. J'ai souhaité recueillir avec un ami haïtien, écrivain haïtien, Dominique Batraville, la légende, le souvenir de cette dame, de Madame Max Adolphe, fameuse fillette Lalo. Pourquoi ? Parce que en Haïti même, on a tendance à oublier les fillettes Lalo. Il y a très peu de textes qui en parlent, de romans qui en parlent. Il y a un livre de Marie-Célie Agnan sur Madame Max Adolphe qui s'appelle Un alligator nommé Rosa. Pourquoi ? Parce que le nom de jeune femme de Madame Max Adolphe était Rosalie Bosquet. Donc Marie-Célie Agnan l'a appelée Rosa et a fait un roman sur elle, un roman qui montre également sa violence. Et puis il y a quelques pages dans un livre de l'écrivain académicien d'ailleurs, Dany Laferrière, qui s'appelle donc Le cri des oiseaux fous, et Dany consacre 5 pages à Madame Max Adolphe. Et puis c'est tout. C'est tout. Alors que le tonton Macoute, donc l'homme, le volontaire homme, le milicien homme, hante la littérature haïtienne, et alors même que les fillettes Lalo ont existé et ont été aussi violentes que les hommes, on en parle très peu. Comme s'il était anormal qu'une femme soit violente. La femme, c'est plutôt le symbole de la maternité, de la douceur. C'est elle qui apaise. On ne la voit pas dans un costume de violente. Mais les femmes, ça c'est l'égalité sexuelle également, peuvent être aussi violentes que les hommes. Et les femmes macoutes ont été
aussi Sinon, violent pire, que je les sais hommes. pas. Oui, peut-être pire même, parce que comme on ne s'attend pas à ce que la femme soit violente, on lui conteste. On refuse ce rôle. On lui refuse ce rôle. On ne lui permet pas de l'être. Donc, quand une femme est violente et veut le rester, elle a intérêt, si elle veut le rester, à en faire beaucoup. Et parfois à en faire de trop. Et Mme Max Adolphe a été d'une violence inouïe. Mais... Et paradoxalement, principalement, surtout à l'endroit des femmes. Mais oui. Parce que, par exemple, on disait, j'ai entendu ça lors de l'enquête que j'ai faite avec Batraville, j'ai entendu qu'elle avait interrogé une femme enceinte, et comme la femme en question ne parlait pas, elle lui avait fait rentrer un rat vivant et affamé dans le vagin. Donc vous voyez, c'est un niveau inouï de violence. Et les femmes sont capables de ça, comme les hommes. Donc c'est vraiment au niveau de la violence également que nous avons une égalité des sexes et des tempéraments. Oui. C'est... Alors, je vous laisse le temps de reprendre votre souffle, parce que tout ça est un peu dur. Oui. Mais je voulais quand même ajouter que ce travail, est-ce qu'on peut appeler un roman ethnographique que nous avons constitué après avoir réalisé une enquête. On a demandé aux gens, on a pris un an pour ça, Dominique Batraville et moi, l'écrivain haïtien Dominique Batraville et moi, quand nous avons écrit ce livre à deux, nous avons enquêté en plusieurs endroits sur le souvenir laissé par cette femme, par cette dame Max Adolphe. Et nous avons demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient gardé comme souvenir d'elle. Et c'est à partir de la collecte de données mémorielles que nous avons écrit ce roman, Fillette Lalo. Et donc ce n'est pas vraiment l'histoire de cette dame, c'est sa légende. C'est ce qu'on dit qu'elle a fait. Mais ce qu'on dit qu'elle a fait, c'est à 80% ce qu'elle a fait. Oui. Alors parfois, on en rajoute. Parce que on a bien envie de charger la barque d'une femme qui a été aussi salope, si vous me permettez l'expression. Yeah. Donc, parfois, il y a des choses qui sont rajoutées. Par exemple, alors quoi, par exemple ? Par exemple, il y a un fait qui nous avait été rapporté quand on avait enquêté du côté de Jérémy, qui est une ville haïtienne du département de la Grand-Anse. Et les gens, 2 ou 3 personnes qu'on avait interrogées à Jérémy, nous avaient assuré que Madame Max Adolphe faisait volontiers la main divine. Voilà, alors c'est quoi la main divine ? Alors main divine, ça veut dire lesbienne. C'est ce qu'on dirait... en Martinique, on dirait zami, café zami. Bon. Alors, on a reçu ça comme ça, et ailleurs, on a essayé de vérifier. Alors qu'elle était mariée. Oui, mais ça, c'est pas déterminant. Parce qu'il y a des lesbiennes qui sont mariées, c'est pas le problème. En général, c'est plutôt les hommes qui se marient pour cacher leur c'est vrai, mais ça peut arriver qu'on soit lesbienne et mariée. Même si, c'est plutôt... Mais bon, j'ai entendu ça m'a un peu surpris, Dominique aussi, parce qu'elle n'avait pas cette réputation. Et ailleurs, j'ai posé la question à d'autres, et on n'arrivait pas à recouper, à avoir l'information. La même information. Je me disais, mais non, elle n'a jamais été ma divine, c'est pas vrai. Et on s'est posé la question, mais pourquoi les gens de Jérémy nous ont dit ceci ? Eh bien, en fouillant, on a trouvé à Jérémy une autre fillette Lalo, Sanette Balmire, qui était elle aussi une implacable fillette, puisqu'elle va conduire un massacre de mulâtres qu'on appelle les Vêpres de Jérémy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On est en 1964. Oui. 1964, il y a des fils de famille mulâtres qui essaient de débarquer, de répéter ce que Castro avait réussi à Cuba, de faire une révolution. Ils partent d'ailleurs de Cuba. Ce sont Ils s'appellent les cons... comment on les appelle, ces révolutionnaires ? Alors, ce sont des Camoquins. Des Camoquins. On les appelle comme ça, oui. en Haïti. 18 Camoquins. Ils essaient de débarquer. Ils essaient de débarquer depuis Cuba. Ils débarquent en Haïti. Ils sont armés, ils essaient de débarquer, et puis, alors, au départ, ils ont quelques succès, ils tuent pas mal de macoutes et pas mal de militaires, mais on finit par les attraper et par les tuer. Mais Duvalier ne se satisfaisait pas de tuer les Camoquins. Il voulait faire un exemple. Parce qu'eux, ils voulaient recruter les Camoquins. Absolument, parce que quand ils essaient de répéter ce que Castro a fait à Cuba, c'est débarquer, convaincre la population de les rejoindre, et puis... de créer une révolution. Créer une révolution, c'était exactement ce qu'ils essayaient de faire. Mais Duvalier, c'était un type terrible.
quand vous essayez comme ça de s'opposer à lui, non seulement il vous tuait quand il vous coinçait, mais il tuait vos parents, Toute génération. il tuait vos voisins, il tuait même votre basse-cour. Oui, tu dis les cochons, vos cochons, les vos poules, poules. chattes. Tu as tué tout ça. Tout ça. Pour terroriser la population et pour surtout qu'ils se détournent des Camoquins quand ces derniers essayaient de faire la révolution. Donc, dans cette logique-là, il l'a fait pour plusieurs personnes, mais à Jérémie, il va mandater la chef locale des Macoutes, qui est une fillette Lalo, qui s'appelle Madame Sanette Balmire, Oui. et il va lui dire, voilà, tu vas me massacrer tous les membres. Il y a 27 mulâtres. Les membres des familles de ces mulâtres qui ont débarqué, qui voulaient faire la révolution, tu les tues tous. Et elle va les tuer tous avec un zèle extraordinaire, elle et ses sbires macoutes, et quelques militaires aussi. Il y avait même là William Rigala, qui a été par la suite un général de l'armée haïtienne. Ils vont tous ces gens tuer les deux familles mulâtres en question, et même les bébés. Et Sanette Balmire va elle-même se charger des bébés en les tuant, vous savez comment, en éteignant des cigarettes dans leurs yeux. De bébés, hein. Donc nous sommes dans une horreur inouïe. Et alors pourquoi cette femme, pourquoi il y a pu y avoir confusion entre Sanette Balmire à Jérémie et Madame Max Adolphe, qui elle était au niveau national, donc était à Port-au-Prince. Et pourquoi cette confusion se fait-elle autour de l'homosexualité, du lesbianisme? Eh bien, parce que Sanette Balmire était une lesbienne. D'accord. Duvalier était un homme remarquablement intelligent, médecin, mais aussi ethnologue, et qui connaissait très bien le fonctionnement d'Haïti, de la culture haïtienne, et la nature humaine également. Et il nommait préférentiellement comme macoutes des réprouvés, c'est-à-dire des gens qui avaient des comptes à régler avec la terre entière. Et il récupérait la haine qu'ils avaient envers les autres à son profit. Parce qu'il savait que ces gens-là, en leur donnant la possibilité de se venger, seraient d'une fidélité extraordinaire. Et effectivement, les femmes macoutes, parce que c'était souvent des réprouvés, à qui Duvalier offrait la possibilité de régler leurs comptes avec les autres, eh bien, lui serait en retour d'une fidélité inouïe. Et c'était le cas pour Sanette Balmire, qui était non seulement une ancienne prostituée, mais également une lesbienne, et qui avait à ses deux titres de prostituée et de lesbienne, elle avait été par le passé fortement humiliée. Donc quand Duvalier lui offre le pouvoir, lui offre d'être une chef macoute de Jérémie pour régler ses comptes, eh bien, elle va déployer un zèle extraordinaire à l'endroit du dictateur. Et donc, il va y avoir cette confusion à Jérémie, parce que ces deux femmes sont deux fillettes Lalo, et parce qu'on est quand même plus de 50 ans après leur exaction, et parce que la mémoire, 50 ans après, elle fait des confusions, elle n'est plus très fidèle, eh bien, vous aurez une confusion autour de l'homosexualité entre Sanette Balmire et Madame Max Adolphe. Alors, nous avons gardé ça parce qu'on a trouvé que ça l'humanisait. Alors, quand on dit ça en Haïti, société homophobe, comme beaucoup de sociétés de la Caraïbe, comme c'est le cas aussi également à la Martinique, on nous a dit, mais non, ça ne l'humanise pas. Ça aggrave encore son cas. C'est une circonstance aggravante pour les Haïtiens. Mais non, de notre point de vue, on a trouvé que ça l'humanisait, que ça lui donnait une dimension supplémentaire. Et comme c'est une femme horrible, il faut aussi lui donner une part d'humanité. On trouvait que ça l'humanisait, et donc on a gardé cet élément-là, et puis ça fait partie sinon de sa vérité, mais de sa légende. Cela dit, mis à part comme ça deux ou trois concessions à la légende, au mythe, et qui donc ne sont pas vraies, le gros, c'est-à-dire 80% des faits rapportés dans ce livre sont vrais. Alors, parfois également, on s'est trouvé face à une obligation de création, donc d'invention. Et est-ce que tu veux pas lire un peu la riposte du tigre? Tu veux pas lire un peu ça à la page 18 oui. Quand les Camoquins débarquent, d'abord, on dit page 17. Oui, alors je peux effectivement. C'est un peu ce que tu nous redis. Absolument. 18 Camoquins en treillis, lourdement armés, avaient débarqué Bédehen. Le nom était un petit village de prédestiné d'Haïti, quand même. Hein? en provenance de Cuba.
il distribuait les tracts, abattait les miliciens VSN, donc les Macoutes, Les volontaires. les volontaires de la sécurité nationale, VSN, incendiait la petite caserne. Il cherchait aussi à fraterniser avec la population, mais celle-ci les évitait, terrifiée à l'idée qu'elle pût passer pour complice. Aussi, ces Camoquins étaient-ils toujours 18 quand ils quittèrent la ville pour Port-de-Paix. Leur nom provenait de ces comprimés antipaludéens qu'utilisaient les premiers guérilleros qui menèrent la vie dure au Sicaire de Président à vie, dans les marais de la frontière, le massif de la Selle, la forêt des Pins, la commune de Tiotte. Depuis, tout opposant armé était appelé Camoquin, et ceux qui les soutenaient jouaient leur vie, celle de leurs enfants, parents, serviteurs, chats, cochons. Sur la route, alors qu'ils atteignaient les faubourgs de Jean Rabel, nom d'une autre ville d'Haïti, ils furent menacés par une trentaine de soldats avec leurs fusils M1. La mitrailleuse des rebelles les déchiqueta carrément. La ville se vida de ses militaires, de ses macoutes, et les guerrieros s'installèrent dans le grand commissariat de la commune. Ils étaient rejoints par un géant, ils étaient conduits par un géant, Gros Benoît, tireur émérite, bien qu'il préférât le combat à main nue. Gros Benoît, qui venait de terminer une licence de sociologie à la Havane, était inconnu du régime. La haine de la dictature l'habitait néanmoins. Il l'avait longtemps contenu, sauf pendant les jours gras. Là, grimé, tête nouée, il repérait les macoutes en civil et en liesse, se glissait dans le défilé et, profitant de la permissivité du moment, détournait le jeu carnavalesque du laisser-frapper pour les assommer, parfois irrémédiablement, avant de s'éclipser en dansant le rara au rythme des vaccines. Alors, bon, je passe sur la suite, vous la lirez. Oui. Alors, il y a toute une affaire. Le Gros Benoît et sa troupe, après avoir eu quelques succès, sont rejoints par Fillette Lalo et ses macoutes, et Fillette Lalo, oui, et autre Fillette Lalo. Finalement, elle arrive à l'abattre. Elle arrive à tuer Gros Benoît parce qu'elle est protégée contre les balles. Elle est protégée contre les balles. Alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Elle est protégée contre les balles et Gros Benoît, bien qu'il tire sur elle et bien qu'il soit un tireur émérite, il n'arrive pas à l'atteindre. Et elle, qui est aussi armée, tire et l'atteint. Et alors, la suite, c'est ça. Alors, je reprends juste avant. Alors, elle fait mettre le feu dans la plantation de café où il s'est réfugié, ainsi que sa troupe, la troupe donc des Camoquins. Et à ce moment-là, un colosse, donc Gros Benoît, s'extirpa du feu. De ses 2 revolvers, il tirait en courant sur tout ce qui bougeait dans le camp de Dame Léonard, c'est-à-dire Madame Max Adolphe. Celle-ci sortit son Beretta, le coursa, il fit face, visa la tête de Cheftain Léonard, il déchargea ce qui lui restait de balles en martelant que Lucifer te prenne en charge. Et comme il demeurait médusé de voir sa cible intacte, la Léonard tira dans son cœur. Elle observait à présent le visage du géant. Malgré les brûlures qui le défiguraient, il lui rappelait quelqu'un. 1h15 plus tard, un souvenir surgit. C'était lors de l'affaire des chiens noirs. Oswald Marbeau, de sinistre mémoire, avait été l'organisateur et premier chef des Tontons Macoutes avant de devenir un opposant qui manqua d'enlever les rejetons du tyran. Traqué, Oswald Marbeau, qui était un homme rompu à la synanthropie, c'est-à-dire il se transformait en chien noir, aboyant sans cesse dans la capitale. Il se démultipliait à chaque place pour gueuler contre le président. Sa métamorphose la plus démente ressemblait à Cerbère, lequel avait barré la rue de l'enterrement à une vieille qui avait eu la vie sauve parce qu'une des 3 têtes infernales avait flairé dans son panier un gâteau au miel. Tandis que le monstre dévorait cette douceur qu'il goûtait fort, elle avait pu s'enfuir. En conséquence, le président à vie ordonna d'oxyre tous les chiens noirs de l'aire métropolitaine, donc de Port-au-Prince et de ses environs. Oui. C'est ça qu'on appelle l'aire métropolitaine en Haïti. C'était donc 10 ans avant. La femme d'Ernst, donc Madame Ernst Léonard, mais en fait Madame Max Adolphe,
C'était 10 ans avant. La femme d'Ernst n'était à l'époque qu'une milicienne de base qui pourchassait les canidés noirs dans Port-au-Prince. Une famille de Paco chérissait un vieux Doberman. L'équipe de dames l'avait repéré et s'apprêtait à l'abattre lorsqu'un enfant se précipita pour protéger la bête de son corps. Un macoute, qui s'appelait Dimanche d'amour, allait les tuer tous les deux quand la Léonard, dans un geste de pitié qui lui était peu familier, s'interposa, enleva l'enfant de dessus le chien avant de liquider ce dernier. L'homme qu'elle venait de descendre dans le champ de café avait été cet enfant. Jeften fit par la suite rassembler 5 guerrieros qui agonisaient parmi les caféiers carbonisés et les 2 macoutes dont elle avait éclaté les couilles parce qu'ils avaient paru se rebeller antérieurement, et les enterra vivants sous un kénépier. Quant aux cadavres, elle les laissa putréfiés au soleil. Alors, il est fait référence ici à un homme qu'on appelle Oswald Marbeau dans le roman, mais qui s'appelle en réalité Clément Barbeau, qui était le fondateur des Tontons Macoutes, l'alter ego au départ de François Duvalier, mais qui a voulu être calife à la place du calife, et Duvalier donc l'a coursé, l'a traqué, et l'a fait également brûler dans un champ de canne. Pourquoi ? Parce qu'il avait essayé de faire pression sur Duvalier en essayant d'enlever le futur bébé Doc, qui à l'époque était un gamin, alors qu'il sortait de son collège. Barbeau avait essayé de l'enlever. Et il avait été traqué pendant des mois en Haïti, et il échappait au pouvoir duvalieriste, au macoute duvalieriste. Pourquoi ? Parce qu'on disait qu'il avait cette capacité à se transformer en chien noir. Et on appelle ça, donc, le terme savant, quand on étudie ces questions, la synanthropie. Et quand alors on peut se transformer en plusieurs bêtes, hein, quand on maîtrise cette technique-là. Quand on se transforme en loup, on appelle ça lycanthropie. D'accord. Alors, ça me rappelle un souvenir, on parlait de se transformer en chien. Quand j'étais enfant, dans une école qui s'appelait Bélem, c'est là que j'ai été en classe quand j'étais gamin. Ma mère était institutrice à Bélem. Au Lamentin. Au Lamentin. Hein. En temps, ça s'appelait Bélem. Maintenant, c'est devenu un quartier chic, mais à l'époque, c'était une habitation, et qu'on appelait, non pas Bélem, mais la Bélem. Et donc, il y avait une école où travaillait ma mère et où j'ai fait donc mes classes primaires. Et souvent venait traîner là un chien noir. Un chien noir. Et on nous disait que pour savoir si c'était un homme transformé en chien ou un véritable chien, il fallait le regarder, observer le chien en se courbant et en regardant le chien entre ses jambes. Et on voyait quoi ? Et là, on voyait si c'était un chien, un vrai chien, donc c'était toujours un chien, donc il n'y a pas de problème. Et si c'était un homme transformé en chien, eh bien, on voyait l'homme dans le chien. Oh, et tu as vu ? Et non, et moi je regardais, tout le monde regardait, tous les enfants regardaient, et on n'a jamais vu l'homme dans le chien. Donc tout ça pour dire que la culture haïtienne, la culture magique religieuse haïtienne, est assez proche de la nôtre, en tout cas de celle que nous avions il y a 50 ans, à l'époque où j'étais enfant. Oui, et puis, ce qui est remarquable, c'est comment la mémoire nous fait défaut. Tu dis ça, il y a plein de personnes qui vont se souvenir de ça. Mais moi-même, c'est en lisant ça à l'instant que ça m'est revenu, que cette affaire de chien noir, il y a aussi ça dans notre culture martiniquaise. Donc c'est aussi ça l'objet du livre, c'est de montrer qu'il y a des connivences culturelles, qu'il y a des points communs entre Haïti et la Martinique, qu'on a affaire ici à 2 sociétés créoles qui sont toutes les deux passées par le même moule qu'a été l'esclavage et la créolisation, même s'il y a quand même des différences lourdes parce que notre culture créole populaire est en train de disparaître, on est en train de se franciser, de devenir français culturellement, alors que les Haïtiens ont gardé quand même beaucoup de leur culture, même si là également, se modifie. Il y a énormément de déperditions. Par exemple, Fillette Lalo, les jeunes de mon âge en Haïti savent ce que c'est, mais les jeunes à qui parfois je fais cours quand je vais enseigner dans l'université haïtienne ne savent pas ce que c'est. Non. Récemment, quand je faisais un cours à l'école normale supérieure, je parlais de Fillette Lalo, on m'a dit, mais de quoi parlez-vous, monsieur ? Des gamins de 20 ans. Vous voyez ? Incroyable. Incroyable. Donc même là, pourtant, bastion de la créolité, de la culture créole, il y a une déperdition. Et c'est dû à quoi ? Pourquoi beaucoup d'étrangers... C'est dû notamment à l'américanisation du mode de vie. Vous savez, il y a
Il y a à peu près 2 millions d'Haïtiens en Amérique du Nord qui y rentrent fréquemment et qui forcément américanisent Haïti. Et puis, compte tenu du fait que l'idéal de migration, c'est de partir aux États-Unis, beaucoup s'acculturent aussi avant même de partir pour optimiser leur séjour là-bas. Donc ils apprennent l'anglais, ils apprennent les éléments de culture américaine. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que... En restant sur place, on se dilue. Par exemple, je croyais que c'était en Martinique seulement qu'on nommait les grandes vacances l'été, mais en Haïti également. Non. Et oui, parce que quand les Haïtiens qui vivent à New York rentrent en Haïti durant les mois des grandes vacances, de juillet, août, ils sont en été. Donc ils disent qu'ils sont en été. Et les Haïtiens du pays font pareil, finissent par faire pareil. Donc on finit par être en été également en Haïti quand on est en juillet ou en août. Et est-ce que tu peux dire aux Martiniquais qu'on n'est pas en été en Martinique? Mais non, on n'est pas en été. Que nous n'y des climats, que nous pas ni l'été. Oui. Alors il faut quand même dire, pour aller au fond des choses, qu'il y a 2 étés. Dans tout l'hémisphère nord, et nous sommes dans l'hémisphère nord, nous avons ce qu'on appelle le solstice d'été. C'est-à-dire le jour le plus long de l'année, c'est-à-dire le 21 juin. Ça. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'au moins, lors du solstice d'été, nous avons un jour d'été. D'accord. Bien. Et ça, c'est l'été astronomique. Donc, nous le partageons comme dans tout l'hémisphère nord. Maintenant, l'été météorologique, c'est pas nous, ça. C'est pas nous. Et même ça n'a rien à voir. L'été, dans les contrées françaises ou tempérées de l'hémisphère nord, ce sont donc les mois de juillet-août, notamment, c'est-à-dire des mois où il y a peu de pluie, où c'est sec, la pluie viendra en automne, où il y a beaucoup de soleil, tandis que chez nous, c'est pas la période où il y a le plus de soleil, c'est la période où il y a de la pluie, parfois même vers la fin de ce qu'on appelle été, soi-disant, il y a même des cyclones, en tout cas des gros coups de vent, on peut en avoir en juillet, on en a eu en juillet, mais même en août, par le passé, même si la période cyclonique arrive plus tard, généralement. Mais enfin, c'est pas la meilleure saison. La saison qui correspondrait à l'été. Le carême. Ça serait le carême. À l'été français ou l'été tempéré, ça serait le carême. Donc, nous ne sommes pas nous sommes du tout pas, et donc pas du tout dans un été météorologique, mais dans une certaine mesure, au moins un jour, le jour du solstice d'été, le 21 juin, nous sommes dans un été, non pas météorologique, mais cette fois-là, ce jour-là, dans un été astronomique. Et toi qui étudies les sociétés, comment on est arrivé, nous, à utiliser ce mot « été » aussi facilement? C'est l'effet de la mondialisation, c'est l'effet également de la décréolisation, bien sûr, et puis de la francisation. Mais alors, quand on étudie l'histoire de la temporalité martiniquaise, j'ai écrit un texte là-dessus, je suis parti depuis les Amérindiens, et là, mon frère Thierry m'a beaucoup aidé parce que c'est un spécialiste de l'histoire des Caraïbes, en passant par l'histoire de la colonisation et jusqu'à nos jours. Et je me suis rendu compte que la temporalité variait selon les périodes. Sous les Caraïbes, la temporalité est marquée par la guerre. On a un peuple guerrier qui divise l'année en 2 périodes. La période où les hommes, donc les guerriers caraïbes, sont dans l'île, où ils font un peu de l'agriculture, notamment manioc, mais pas beaucoup, quand ce sont plutôt des cueilleurs et des chasseurs. Mais ils font surtout des rites, lors de cette période-là, des rites religieux importants. Ça, c'est la période où ils sont dans l'île. Et puis, donc ça correspond à la période, notamment, mais pas seulement, mais notamment la période où il y a le mauvais temps. Et puis, il y a la période où ils sont hors de l'île, où ils partent à la guerre. Ils sont sur leur canot, leur canoa, ils vont d'île en île combattre soit d'autres Caraïbes, soit des Taïnos, donc pour ce qui est des Grandes Antilles. Donc, l'élément qui va distinguer les 2 périodes de l'année, c'est la guerre. La période où on va en guerre, on quitte l'île pour aller en guerre, et la période où on est sur place, où il n'y a pas de guerre, et où on va à ses occupations, et notamment à ses rituels religieux. Et puis arrive la colonisation, où là, l'élément qui va être marquant, qui va marquer l'année, c'est la canne à sucre. C'est le cycle de la canne à sucre. Donc, il y aura 2 périodes. La période où il y a donc la pousse de la canne, qui sera la période d'hivernage, et la période où il y a la récolte de la canne,
la période de carême. Donc 6 mois pour l'une, 6 mois pour l'autre. Et puis, quand la canne cesse d'être la donnée qui structure la société martiniquaise, il va y avoir un autre élément qui va serrer l'année, qui va assurer la temporalité des individus, ce sera l'école. Il y aura donc le temps de l'école, le temps des grandes vacances et le temps également des petites vacances. Et puis aujourd'hui, on est sorti un peu de tout ça. L'école continue à nous déterminer, mais moins qu'avant. Donc c'est pourquoi avec la mondialisation, avec la francisation, est apparu l'été. Mais moi, pas en été. Moi, je combats ce terme-là comme je combats la métropole. On prend un appel. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Alors, bonjour, j'appelle de Fort-de-France. Je suis Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Je voudrais demander à l'intervenant... Monsieur Géry Létang, ethnologue. Oui, s'il peut nous donner le pays d'origine de Papa Doc. Le pays d'origine. Oui, alors... on dit qu'il est martiniquais, est-ce vrai? Oui. Il serait d'origine martiniquaise. Oui. Et je parle dans mon livre d'un personnage qui est lui aussi d'origine martiniquaise et qui va le retrouver à la faveur de leur origine martiniquaise commune. Donc à lui, qui s'appelle Gérard de Catalogne, qu'on appelle dans le livre Gérald d'Andalousie, et à Papadoc, bien sûr, qui serait d'origine martiniquaise. Alors, d'où il vient précisément? L'immigrant s'appelle Duval-Duvalier. L'immigrant martiniquais qui quitte la Martinique pour Haïti s'appelle Duval-Duvalier. Duval-Duvalier? Oui, Duval-Duvalier. Mais c'est un béquet? Non, alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'immigrant martiniquais qui va s'installer en Haïti à la rue des Fronts-Forts est un cordonnier. Et il va avoir à ses côtés d'autres cordonniers martiniquais. Et il faut savoir, il y a une forte immigration de Martiniquais vers Haïti, peu après l'éruption de la montagne Pelée. Je rappelle que l'éruption de la montagne Pelée va plonger la Martinique dans une pauvreté inouïe. 1902. Dans une paupérisation inouïe. Et le personnage sur lequel je reviendrai tout à l'heure, l'autre haïtien d'origine martiniquaise, Gérard de Catalogne, ses parents partent à ce moment-là. Mais les parents de Duvalier, donc le grand-père ou le père, j'y reviendrai tout à l'heure, Duvalier, quittent probablement la Martinique avant. Et il y a une petite communauté de Martiniquais cordonniers, dont Duval-Duvalier, qui s'établissent, je le répète, à Port-au-Prince, à la rue des Fronts-Forts, et qui va prospérer. Alors, il faut savoir que Duvalier avait autour de lui pas mal d'Haïtiens d'origine martiniquaise, dont Gérard de Catalogne, et même d'origine guadeloupéenne également. Et pas seulement des Haïtiens d'origine martiniquaise, des Martiniquais qui allaient et venaient et qui ont été, alors je ne dirais pas de nom parce que ce n'est pas le lieu et ça n'aurait étonné beaucoup si je donnais quelques noms. Mais enfin, bon, passons. Mais tu peux donner quelques noms. Non, c'est assez délicat. Ce sont des gens très importants en Martinique, mais leurs parents étaient en contact permanent avec Duvalier père et l'origine de leur fortune s'origine dans ce rapport de proximité qu'ils avaient avec Duvalier père. Ouais. Et à côté de ces Martiniquais qui vivent en Martinique et qui vont et viennent en Haïti, eh bien, il y a également beaucoup de Martiniquais, d'Haïtiens d'origine martiniquaise. Alors, je vais revenir sur un personnage fascinant qui s'appelle donc Gérard de Catalogne, qu'on appelle dans l'ouvrage Gérald d'Andalousie. Alors, fascinant pourquoi? Parce que ce personnage dont la vie est plus romanesque que le roman le plus déjanté. C'est un fils de Béquet. Alors, on est en 1902. Une famille Béquet, la famille de Catalogne, on connaît tous, du côté du Robert, une habitation qui s'appelle Mansarde Catalogne, mais qui était propriété de ces gens-là, de cette famille-là, laquelle famille avait également un journal à Saint-Pierre, qui était le journal des Béquets, le journal qui défendait les intérêts
et l'idéologie des Blancs créoles martiniquais de l'époque. qu'on Le appelait journal des Antilles. Les Antilles. Et ce journal, donc, propriété de la famille de Catalogne, était un journal important. C'était l'un des 2 principaux journaux de Martinique. Et quand arrive l'éruption de la montagne Pelée, ce journal disparaît, bien sûr, tout disparaît avec l'éruption à Saint-Pierre. Et 2 fils de cette famille survivants, Léo et Auguste de Catalogne, se retrouvent ruinés. Et ils émigrent en Haïti pour tenter de se refaire. Et là, ces 2 jeunes hommes, 2 frères, vont épouser 2 mulâtresses fortunées et vont retrouver leur rang grâce à leurs femmes. Haïtiennes. Et l'un des 2, Léo, aura un fils qui va naître au Cap. C'est là la grande ville haïtienne de l'époque, où ils s'établissent peu après 1902. L'un des 2 frères, Léo de Catalogne, va avoir un fils en 1905 qui va s'appeler Gérard de Catalogne. Et Gérard de Catalogne passe son enfance en Haïti et va faire ses études. Ses parents ont beaucoup d'argent. Tu veux pas lire page 37? Oui. Alors, je vais revenir dans la lecture, mais je termine mon explication. Gérard de Catalogne, eh bien, il part faire ses études. Il part faire ses études à Paris et il devient, après ses études, l'un des théoriciens les plus en vue de mouvement d'extrême droite qui est très important en France à l'époque, qu'on appelle l'Action française. Il est même un théoricien de l'Action française. Cet Haïtien d'origine béquée martiniquaise devient l'un des doctrinaires de l'Action française. Il dirige une revue qu'on appelle les Cahiers d'Occident. Il publie des articles dans le Figaro qui existaient déjà à l'époque. Il écrit des essais. Bref, c'est un intellectuel en vue dans ce milieu d'extrême droite française. C'est un fasciste français, un intello. Seulement, c'est aussi un filou. Attends, on prend une question. La personne a déjà raccroché. Tu gardes on prend un filou. Oui, une question. Bonjour, votre prénom. Vous nous appelez d'où? Je suis du conseil, c'est Dominique. Donc, je voulais savoir, tout à l'heure, là, on parlait de papa, donc on fait des comme ça. Vous avez dit qu'en fait, je ne veux pas me battre avec vous, mais est-ce que le père, il n'était pas cordonnier, mais il était docteur, et puis le fait qu'il ait fait fondre une machine, c'est comme ça qu'il est devenu président de la République dominicaine. Non, Dominique, tu confonds. Oui. On a parlé Je parle du père. Du père de papa. Du grand-père. Oui, il est cordonnier. Attendez. Je vais. Le qui était docteur. Oui, le papa doc était docteur. Mais je parle de son grand-père. Ou de son père. Vous parlez de son grand-père. Voilà. Le Martiniquais qui émigre, il est cordonnier. Ah oui. Oui, alors, je continue sur la filiation de Duvalier, pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'on va un peu vite, il y a peut-être parfois des confusions qui s'installent. Et par contre, je vais arrêter ma chaîne. Oui, raccroche. Oui, mais puis je voulais dire bonjour à M. Létang, parce qu'il a fait l'école, pour moi, ça fait à peu près 20 ans. Monsieur Létang, un ancien élève. Ah, où ça Au niveau de Ducos. Ah ben voilà, donc, plus de 20 ans, oui. Plus de 20 ans. J'étais un jeune homme à l'époque. Oui. Dans une autre vie, oui. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas. Merci de votre appel. Alors, un autre appel et voilà, vas-y. Oui, alors, sur la filiation de Duvalier. Vous avez le Martiniquais, qui est cordonnier, qui sans doute quitte la Martinique vers la fin du 19e siècle. Après l'éruption? Non, avant, sans doute avant. Beaucoup de Martiniquais, comme les Catalognes, les 2 frères, là, partent après l'éruption, mais le grand-père est sans doute parti avant. Et il est cordonnier, et il s'installe en Haïti, et bon, il arrive à avoir une clientèle, bref, il ne fait pas fortune, mais quand même, il arrive à une certaine aisance. Il a un fils qui deviendra juge de paix, et qui sera le père de François Duvalier, du moins le père officiel. En réalité, on ne sait pas si le juge, c'est le père ou le grand-père. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans la maison une reste-avec, une petite domestique. Vous voyez, en Haïti, les familles, même non fortunées, on les reste-avec, c'est-à-dire des sortes d'esclaves domestiques. C'est des enfants comme chez nous, on disait, élevés par une C'est ça, on avait chez nous aussi des reste-avec, il y a seulement 30 ou 40 ans. Bien quoi, sûr. Hein. Élevé par une marraine, une une cousine éloignée. Voilà, et qui était en fait un esclave domestique.
On ne payait Il pas. ne payait pas, il Quand travaillait vous faites nuit et travailler jour. des gens sans les payer, vous les réduisez en esclavage. Nous avions en Martinique, il n'y a pas si longtemps, des restes avec. Mais en Haïti, dans les années 20, c'était commun et ça l'est encore aujourd'hui. En Martinique, ça a disparu, quasiment. Mais en Haïti, ça existe encore. Mais à l'époque de Duvalier, on est là au début du siècle, il y a donc, dans toutes les familles, des restes avec. Et cette femme, donc, qui est à l'origine reste avec, devient par la suite une servante, plus ou moins payée. Et il se trouve que les deux hommes de la maison, le père et le fils, sont sur le dos de la pauvre dame. Et il engrosse. Et c'est des œuvres de ces deux-là, en tout cas de l'un des deux, que naît François Duvalier, qui sera médecin, de son titre Papadoc. Donc on ne sait pas si Duvalier est le fils de son père officiel, le juge de paix, ou s'il est le fils de son grand-père, le martiniquais cordonnier. Mais ça n'est pas anodin. Duvalier, et c'est pourquoi on a beaucoup de mal aujourd'hui à repérer de manière claire la filiation de Duvalier. Pourquoi ? Parce que Duvalier a tout fait pour détruire les preuves, les sources, les documents qui pourraient attester. Pourquoi ? Parce que il ne l'a pas fait par hasard. Duvalier était président d'Haïti. Ne peut être président d'Haïti qu'un fils d'Haïtien. Pas un fils de Martiniquais. Donc, il disait, voilà, je suis le fils de mon père, du juge, et non pas du Martiniquais qui était mon grand-père. Vous voyez ? Et c'est... Alors, les opposants... Bien sûr, les opposants de Duvalier qui disent que non, il n'est pas le fils de son père, il est le fils de son grand-père. Pourquoi ? Parce qu'il a le tempérament de son grand-père, briscant, voyou, etc., du Martiniquais, donc. Et non pas le tempérament de son père, juge de paix, qui était un homme falot, peu convaincant, enfin, pas méchant du tout, enfin bref, il serait plutôt le fils des œuvres du Martiniquais. Mais personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc voilà pour la petite histoire, et qui en même temps qui fait partie de la grande histoire. Ah oui. Alors, je reviens à Gérard de Catalogne. Donc, il fait ses études à Paris. Il devient un intellectuel en vue dans la mouvance d'extrême droite royaliste française qu'on appelle l'Action française. Dans le Paris de l'entre-deux-guerres, il est un intellectuel en vue, qui a une revue importante et qui va amener toutes les revues d'extrême droite française à se fédérer dans une nouvelle revue qu'il va diriger, qui s'appelle Le Siècle, et qui va, au moment où elle sort, avoir pas mal de succès. Et puis, comme Gérard de Catalogne est un filou, Gérard de Catalogne va prendre la caisse de la revue, l'argent de la revue, et va se tirer en Haïti, va rentrer en Haïti avec l'argent. D'accord. Donc ça va contribuer à ce qu'il soit, après ce coup-là, oblitéré dans les milieux intellectuels français d'extrême droite. Oblitéré. Aujourd'hui, quand vous parlez de Gérard de Catalogne, il n'y a pas de grande réaction, il n'y a pas de grand bravo qui en parle. Pourquoi ? Parce que après le coup de chien qu'il a fait à ces milieux intellectuels d'extrême droite française, on a préféré l'oublier. Bien sûr. On a travaillé à l'oublier. Mais en Haïti, il va laisser une trace importante parce qu'il va être un intellectuel qui a beaucoup produit, toujours dans une logique maurassienne, enfin, qui est un courant de pensée de l'extrême droite française. Il va défendre le maurassisme en Haïti. Il va être conseiller de gouvernement mulatriste et il va également être utilisé par François Duvalier comme un véritable mercenaire intellectuel. Il va tenir la plume de François Duvalier et il va réécrire ses discours, mais aussi ses livres. Duvalier a beaucoup écrit, mais derrière lui, il y avait, tenant sa main, l'aidant à écrire, tenant sa plume, Gérard de Catalogne. Et Gérard de Catalogne, ce fils de béquet martiniquais, qui est également un fasciste d'extrême droite et un mulâtre haïtien blanc, c'est important, parce que c'est parce qu'il est un mulâtre blanc, c'est parce qu'il n'a pas l'air de mulâtre, mais qu'il a l'air d'un blanc, qui va être intégré sans problème au milieu de l'extrême droite française. Mais cet homme, qui est un mulâtre blanc haïtien, qui est un fils de béquet, et qui partage l'idéologie coloniale de l'époque des Blancs créoles de Martinique, et qui est également un fasciste français, va être l'un des doctrinaires cachés du noirisme duvalieriste. Alors, c'est quoi le noir ? C'est étonnant, c'est quoi le noirisme ? C'est une doctrine. Qu'est-ce qui se passe ? Continue. C'est une doctrine, une idéologie qui s'est développée donc pas avec Duvalier. Elle apparaît déjà sous Soulouk et sous d'autres. Elle est même en germe
au moment de la Révolution haïtienne, c'est une doctrine de pensée qui s'oppose au mulâtrisme, c'est-à-dire à la doctrine des mulâtres, les mulâtres disent, voilà, comme nous sommes plus proches des Blancs, c'est à nous d'avoir le pouvoir en Haïti, d'avoir le pouvoir et l'argent en Haïti, et les noiristes disent non, c'est nous qui avons fait la Révolution, qui avons foutu les Blancs dehors, et le pays est à nous. Bon, donc ce sont deux courants de pensée radicalement différents, mais opposés, mais qui ne sont pas différents dans leur essence, car ils sont racistes, une pensée raciste, deux pensées racistes et deux pensées raciales, et qui ont plombé l'histoire haïtienne jusqu'à il y a peu, et qui encore aujourd'hui continuent à avoir quelques effets, même si ce n'est plus comparable à ce qui était par le passé. Donc, le noirisme va être la doctrine noiriste qui commence à exister de manière informelle. Le noirisme existe de manière informelle dès le début de la Révolution et se développe sous l'empereur Soulouk notamment. Cette doctrine va se développer de manière systématique et systémique sous Duvalier père. Et puis le fils, en épousant cette mulâtresse Michel Bennett, va trahir le noirisme du père. Donc on peut dire que le noirisme du Valierisme s'arrête à peu près à ce moment-là quand le fils de Papa Doc épouse une mulâtresse blanche, Michel Bennett. Mais enfin, ça va pendant des années être la doctrine officielle du régime et ça va déterminer le pouvoir du valieriste. Pouvoir de reconquête, pouvoir très marqué aussi par le ressentiment à l'endroit des mulâtres. Bien sûr. Parce que les mulâtres aussi avaient fait des choses terribles vis-à-vis des Noirs. Donc il y a eu une sorte d'inversion des choses sous le noirisme du valieriste. Et donc nous avons là une doctrine dont l'un des rédacteurs cachés n'était pas un noir haïtien, mais un mulâtre blanc haïtien, fils de béquet martiniquais, et aussi également un fasciste français. L'histoire haïtienne et l'histoire des idées en Haïti a de ces détours véritablement étonnants. Et c'est pour ça que cette histoire haïtienne a généré tant de grands écrivains. C'est pas par hasard si les plus grands écrivains de la Caraïbe aujourd'hui sont les Haïtiens, c'est parce qu'ils ont à leur disposition une histoire tellement extraordinaire qu'ils n'ont qu'à se baisser, ils n'ont qu'à la ramasser et la raconter. Et pourquoi les livres sont si importants autour de lui, autour des femmes, autour des fillettes Lalo? Pourquoi le savoir? Alors, le livre, en Haïti, même aujourd'hui encore, il y a un véritable fétichisme des livres. Et Fillette Lalo, qui est au départ une bibliothécaire, a également un fétichisme des livres. Comme Duvalier avait un fétichisme des livres. Haïti, c'est le seul pays que je connais, et j'ai quand même pas mal voyagé, où vous trouvez à chaque coin de rue un vendeur de livres anciens, de livres de rencontres, de livres d'occasion. À Haïti, par exemple, je suis allé, j'étais en Haïti il y a un mois, je vais à un café avec Fillette Lalo. Je dépose le livre sur ma table, je vais prendre le café que l'une des serveuses me tend. Je laisse mon livre de côté pendant 1 minute. 1 minute après, il est volé. Carrément. Ouais. Il n'y a qu'en Haïti qu'on vole des livres. Ici, on ne vole pas, parce qu'on n'a rien à faire des livres. On n'en a rien à foutre. Mes étudiants à l'université n'ont jamais volé mes livres. Je peux laisser mon bureau ouvert, on va peut-être voler mon ordinateur, mais on ne touchera pas à mes livres, parce qu'ici, les livres, on n'a rien à faire. Ça n'est pas un enjeu. En Haïti, un livre est un enjeu. C'est fascinant. Un livre, c'est fascinant. Un livre, en Haïti, ceux qui peuvent l'acheter, l'achètent, mais vous avez tout de suite une vingtaine de gens qui ne pourront pas l'acheter, mais qui vont le lire, parce qu'il passera de main en main jusqu'à retourner vers son propriétaire, si jamais il retourne, quand il ne décide pas de détourner entre-temps. Mais enfin, je veux dire que le livre, on n'en fait qu'un en Haïti. Et pourquoi ce fétichisme? Eh bien, justement, parce que vous avez une population assez nombreuse, moins importante qu'on ne le croit, peut-être 40% de la population qui ne sait pas lire, même si la majorité de la population aujourd'hui sait lire, ou presque. Donc, les gens qui savent lire... C'est l'ascenseur social. Voilà. Lire, et lire donc des livres, est un privilège, et ceux qui ont ce privilège en font cas. En Martinique, tout le monde sait lire, donc le livre n'a pas cette même importance symbolique. Et c'est parce que vous avez autant de gens fascinés par les livres
que vous avez autant d'écrivains en Haïti. Et c'est également pourquoi les plus grands écrivains caribéens d'aujourd'hui sont les écrivains haïtiens. Mais la diaspora la plus lettrée est haïtienne aussi. Oui, la diaspora la plus lettrée est haïtienne. Haïtienne. Et il y a d'immenses écrivains haïtiens en diaspora, et notamment en diaspora anglophone, puisque l'un des plus grands écrivains actuels des États-Unis, pas seulement d'origine haïtienne, des États-Unis, c'est une femme, c'est Edwidge Danticat, qui est en train de récupérer les prix les plus importants attribués aux littérateurs états-uniens. Oui. Donc, même en anglais, les Haïtiens sont très brillants quand ils écrivent. Est-ce qu'on parle un peu de Dominique Batraville, Oui. avec qui tu as écrit ce livre? Oui, alors, Dominique Batraville est un vieux complice qui connaît bien la Martinique, qui vient de temps à autre, qui a reçu d'ailleurs un prix en Martinique, le prix Sonny Rupert, si ma mémoire est bonne, pour un... Qui est haïtien, qui est un Qui est grand comédien. haïtien, qui est un grand comédien par ailleurs. Il est acteur de cinéma. Il a également écrit des pièces de théâtre et il a également joué en tant que comédien, mais il est principalement acteur. Il est également journaliste et il est aussi écrivain. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages et son dernier ouvrage, son dernier roman qui s'appelle L'Ange de Charbon est fascinant. Fascinant. Il déploie une écriture qui est à la fois fébrile et hallucinée. Et bon, moi, je suis un de ses fans. Et donc, comme c'est un ami, quand nous avons eu quand j'ai eu le désir de faire ce livre, je pratique Haïti depuis 7 ans, 8 ans bientôt, mais c'est pas assez pour connaître vraiment l'intime du pays, l'intime d'Haïti, l'intime haïtien, ce que j'appelle le diacritique haïtien. Je me suis dit, voilà, si je m'attaque à un livre sur Haïti, en plus sur Haïti à une période d'il y a 50 ans, il fallait impérativement un Haïtien dans le coup. Donc je me suis associé à cet ami qui a permis à l'ouvrage de ne pas comporter trop d'erreurs. J'espère qu'il n'y en a aucune, même grâce à lui. Si je l'avais écrit seul, il y aurait eu sans doute des anachronismes qu'on a pu donc éviter grâce à lui. Et puis, au-delà de ça, nous avons bénéficié également, c'est l'une aussi des raisons pour lesquelles j'ai choisi Batraville, nous avons bénéficié en écrivant ce livre de toute la légende familiale de cette femme, puisque Batraville est son cousin. Wow, Oui. C'est le cousin de Mme Max Adolphe. Ah oui, le cousin de Mme Max Adolphe. C'est pas dur à Oui, supporter. bon, mais c'est un cousin quand même plus ou moins éloigné. D'accord. Alors, c'était quand même délicat pour lui, parce que il a une cousine Mme Max Adolphe, elle a disparu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais elle a une fille qui était ministre il y a seulement quelques années, qui était l'une des ministres du prêtre. Non, pas du prêtre, du chanteur, là, Martelly. Madame Racine était ministre de Martelly, et Madame Racine est la fille de Fillette Lalo, fille de Madame Max Adolphe. Donc, et quand on enquêtait justement à un moment où Madame Racine, fille de Madame Max Adolphe, était ministre. Et alors, je disais à Dominique, mais enfin, ça ne te gêne pas? Il me disait, bon, je la connais un peu, on a de bons rapports, peut-être que nos rapports vont changer après ça, mais enfin, elle n'est pas responsable des exactions de sa mère. Une dame charmante qui n'a rien à voir avec les tortures, les horreurs que sa mère a commises. Bon. Et puis, il me disait, bon, mais quand même, on va dans le livre, on va quand même la nommer autrement que Mme Max Adolphe. Oui. On va lui trouver un nom, et on l'a trouvé comme nom, Madame Ernst Léonard. C'est aussi une façon de protéger mon ami Dominique Batraville, qui est l'un des petits-neveux de cette dame. D'accord. Mais enfin, c'était pas anodin. Par exemple, l'élément que nous rapportons dans le livre, par exemple, on l'a décrit comme quelqu'un qui était donc une bibliothécaire, donc fasciné par les livres, mais également passionné de livres sorcellaires, de grimoires médiévaux. Oui. Le grand Albert, le petit Albert, les clavicules du roi Salomon, l'archirignon Léonis Papaé, bref. Des noms imprononçables. Voilà. Toute une série d'ouvrages qu'elle avait dans son enfer, c'est-à-dire dans sa bibliothèque privée, cachée. Et alors, on avait cette information parce que dans la famille, ils sont là. On savait ça. On savait qu'elle avait ce type de lecture et de livres. Mais on ne savait pas pourquoi elle lisait ces livres. Pourquoi? Donc, c'est là qu'on a dû inventer. Pourquoi elle lisait et quel livre? On ne savait pas quel livre, quel titre, donc on a inventé les titres. On a pris les plus communs. Le grand Albert, le petit Albert, on connaît tout ça. Et puis, on a inventé, parce que ça se fait ici,
J'ai rencontré des gens qui étaient des lecteurs de ce type de livre et qui avaient une bague montée, chargée. Ah oui, on a connu ça ici. Absolument. La bague qui servait, qui enserrait le doigt, qui tournait les pages des mauvais livres. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que vous devez vous protéger quand vous lisez ce type de livre Ok. et protéger votre doigt qui tourne les pages. Et donc, quand vous faites ça, vous êtes un lecteur de ce livre, il vous faut une bague montée pour passer d'une page à l'autre. Hein, une bague montée en serrant le doigt qui tourne les pages. C'est pas avec n'importe quel doigt qu'on tourne. Non, non. En tout cas, on peut tourner avec n'importe quel doigt. Mais oui, mais avec la bague. Voilà, il faut qu'il y ait la bague la qui protège protection. le doigt. Donc ça, c'est une donnée que j'ai acquise à la Martinique et que j'ai placée dans ce roman. Et puis on se dit, mais pourquoi elle lisait ces livres? En général, les gens lisent ça en quête de protègement. C'est des Mais protections. elle était invincible au bal. Alors et voilà. Dans ce type de livre, il y a des protègements, et notamment des protègements contre les balles. Eh bien, nous avons pris cet Sauf les balles en élément-là. or, hein. Voilà. Alors, la balle d'or, ça aussi, c'est une invention que nous avons récupérée du côté du roi Christophe, qui va se suicider avec une balle d'or, parce qu'on disait que le roi Christophe, était insensible aux projectiles de plomb. D'accord. Alors, je termine quand même. Vas-y. Je reviens parce que je n'avais pas eu le temps de finir sur ce fameux Gérard de Catalogne. Il va donc déployer il sera donc le principal conseiller intellectuel de Papadoc. Il va écrire la doctrine noiriste avec Duvalier père. Et il va être finalement déchu par un autre conseiller de Duvalier. Alors c'est une histoire assez terrible qui lui arrive, hein, parce que du jour au lendemain, il perd le pouvoir qu'il avait. Et cet Oui, homme, et il s'enfuit. Il avait un pouvoir extraordinaire parce que ce qu'il aimait, et nous décrivons ça dans le livre, et c'est une façon pour lui d'apprécier le pouvoir qu'il avait. Ce qu'il aimait, c'était notamment de se placer sur un rond-point, le rond-point du Bicentenaire, qui est une place importante donc à Port-au-Prince. Et je vais vous lire ce qu'il faisait sur ce rond-point. Gérard se délectait. Quelle page? Alors page 39. 39. Alors, il s'appelle, son vrai nom c'est Gérard de Catalogne, mais dans le livre on l'appelle Gérald d'Andalousie. Hein. On voit clairement le lien qu'il y a, mais c'est pour aussi se protéger de les données juridiques. Ce monsieur a une descendance importante en Haïti, donc voilà, il y a encore des neveux, des fils, etc. Donc on n'a pas quand même souhaité utiliser son nom. Donc on l'appelle Gérald d'Andalousie dans le livre. Gérald se délectait de cette prépondérance en se plantant de temps à autre au mi-temps du rond-point du Bicentenaire, et l'apparition de ce blanc en costume élégant mettait la place en émoi. Les automobilistes, par flagornerie ou prudence, le saluaient ostensiblement avant de tourner en cercle jusqu'à ce qu'il leur rende leur salut. Il laissait certains effectuer jusqu'à 10 gyrations pour enfin daigner bouger la tête ou la main. D'aucuns tournaient vainement et s'en allaient accablés. Parce qu'il les avait pas, Oui, pas pour Auteuil. et comme il avait un pouvoir énorme, pour ceux qui n'avaient pas salué, c'était flippant. Bien sûr. Alors, Mais je vous parle de la fin. Oui, alors, parce que les positions les plus intéressantes peuvent être retournées. Dans une dictature, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. et ça, c'est magnifique quand même. Absolument. La mort du président, alors le président est mort, la mort du président plongea d'Andalousie dans un embarras imprévu. Il se disait que son rival, Bruckner Caborne, très en cours auprès de la veuve du décédé et de son fils, nouveau président à vie, à peine sorti de l'enfance, exigeait désormais sa tête. Il rédigea une chronique nécrologique poignante pour le Nouveau Monde, qui était le journal qu'il dirigeait, puis au lendemain des funérailles se précipita au palais. Sa Pontiac fut étrangement stoppée à la guérite d'entrée. Et tandis qu'il protestait avec véhémence, enfin, en disant aux soldats qui l'empêchent d'entrer, mais enfin, je suis Gérard de Catalogne. Quand même. Quand même. Alors il proteste avec véhémence à la guérite d'entrée, et là il reçoit de caporal une claque magistrale. Et là, cette claque le laisse livide, parce qu'il comprend Que c'est que fini. tout est fini.
Il fallait à présent faire très vite. Il repartit en trombe vers la rue Monseigneur Guilloux, toute proche, rentra dans une demeure amie, enferma soigneusement le portail, se glissa dans le coffre d'une voiture autre que la sienne. Son chauffeur prit ensuite la direction de l'ambassade de France, parce qu'il est resté français. Il est fils de Béquet martiniquais, donc fils de français, il reste français. Même s'il est haïtien par ailleurs. Son chauffeur prit ensuite la direction de l'ambassade de France, laquelle accorda l'asile politique à Gérald. Il fut exfiltré quelque temps plus tard pour mourir en exil, peu après, président à vie. Donc, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire haïtienne, c'est que les positions les plus enviables, eh bien, vous pouvez les perdre, comme je vous l'ai dit, du jour au lendemain. Alors, ce livre est aussi, peut-être même surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, une traversée de l'horreur. Et je vais vous lire un passage qui dit, mieux que tous les passages que je vous ai lus, de quoi nous parlons, de quelle horreur nous parlons. D'accord. Parce que le pouvoir absolu provoque l'horreur absolue. J'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle « Écrire la domination ». Et dans ce livre, on a, entre autres choses, un livre que j'avais co-dirigé avec Mme Mancé-Caster, Corinne Mancé-Caster, que nous connaissons. L'ancienne présidente. Bien sûr. Et nous étions demandé, mais c'est quoi? Quelle a pu être, à l'époque de l'esclavage martiniquais, l'horreur absolue? L'horreur absolue, ça peut être quoi? Mais dans ce livre, nous avons un article écrit par André Lucrèce et qui rapporte les propos d'un abolitionniste qui dénonce ce qui a peut-être été l'horreur absolue. C'est quand les maîtres lépreux, parce qu'on avait, imposaient par le fouet des rapports sexuels à leurs esclaves noirs, femmes esclaves. Ça, c'est sûr. C'est l'horreur absolue. Ouais. Bien, quelle a été, dans un autre contexte, dans un autre pays, Haïti, à l'époque de la dictature duvalieriste, quelle a pu avoir été l'horreur absolue? Eh bien, c'est peut-être ça, ce que je vais vous lire là. Page 43. Ok, j'y suis. Il est question ici d'un personnage très important, le numéro 2 du régime, qui s'appelait Luckner Cambronne. Son vrai nom, Luckner Cambronne. D'accord. Et que les Haïtiens appelaient le vampire des Caraïbes. Et vous verrez pourquoi. Luckner Cambronne, qu'on appelle dans l'ouvrage, toujours par souci de ménager les héritiers, les descendants, que nous appelons... Et les poursuites. Et nous ménager de poursuites éventuelles, nous l'appelons ici Bruckner Caborne. Mais c'est bien Luckner Cambronne. Je lis ce texte. Il émanait de Bruckner Caborne une odeur que seules les narines les plus sensibles repéraient. Un effluve ténu mais déplaisant, entre frais et oin, entre poissons éviscérés et chair corrompue. Cette exhalaison inclassable avait vraisemblablement pour cause les costumes en peau de requin dont il aimait s'affubler. Mais le plus déroutant chez lui n'était pas cela, ni même ses lunettes de soudeur. Le plus déroutant, c'était qu'il était l'amant de la première dame. L'amant de Madame Duvalier, de Simone Ovide. C'était son amant. Bras droit de Duvalier père, l'amant de Madame Duvalier. Et c'était même pas ça le plus biscornu. Il y avait effectivement plus biscornu ensemble. Encore, il y a plus biscornu encore que ça. Le plus biscornu, c'était que le pays entier savait que le bras droit du président étreignait l'épouse de ce dernier chaque fois que la lune devenait grosse, jusqu'à l'affaire Queenie. Tous en étaient informés, hormis président. En fait, quand on regarde bien, ça n'avait en réalité rien de paradoxal. Parce que qui oserait mettre celui qui devait tout savoir, le maître des vies et des survies, qui était le président Duvalier à l'époque, qui oserait le mettre au courant de cette profanation? Quiconque en avait attiré le maître des survies signerait là son avis d'obsèque. Bruckner, fils d'un humble prédicateur protestant, était à l'origine un employé de banque qui devait économiser pour aller au bordel
faire sucer sa tête graine. Hein, c'est une expression haïtienne que nous avons repris, hein, puisqu'elle elle est savoureuse. Dans son 2 pièces de Chancerelle, un quartier, une banlieue de Port-au-Prince, dans son 2 pièces de Chancerelle, il y avait une petite collection de monnaies du temps de l'empereur Soulouk. 2 habits noirs, dont un élimé, une paire de chaussures ressemelées, un matelas, 2 chaises basses, une cruche en terre cuite, une cuve émaillée, 3 assiettes d'aluminium, une carafe, c'était tout. La rencontre avec Président changea son destin. Le dictateur le fit député, chef des volontaires de la sécurité nationale. Il était avant Mme Max Adolphe. Ministre et surtout extorqueur général de fonds publics et privés. En accompagnant cette dernière mission au bénéfice du despote, il ne manqua pas d'œuvrer également à son profit. Oui. Et on va s'arrêter là parce que l'heure est là et je pense que les téléspectateurs ne vont pas manquer d'aller acheter ce livre parce que il est incroyable parce que quand il va prendre le sang, vendre du sang, tout ce qui va se faire après, il faut connaître cette histoire. Il pompait le sang des Haïtiens, transformait en plasma et l'envoyait aux États-Unis et en Europe du Nord. Et au départ, il travaillait avec des volontaires qui donnaient leur sang, mais l'affaire s'était tellement emballée, il y avait tellement de demandes qu'il a fini par tuer les gens pour les vider de leur sang. Et vendre les squelettes. Et surtout, au départ, il était très ennuyé pour se débarrasser des cadavres, mais il a trouvé un moyen optimum de se débarrasser des cadavres parce que c'était le moyen d'avoir encore plus d'argent. Il les vendait aux facultés de médecine américaines pour leurs cours d'anatomie. Ouais, voilà l'horreur absolue à l'époque du valériste. Vous la découvrirez dans ce livre, donc dans Fillette Lalo. Voilà, montre-le un peu, Fillette Lalo, voilà, de Géry Letang et de Dominique Batraville, né en 1962 à Port-au-Prince. Moi, j'ai adoré, je me disais, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais lisez-le, le livre des vacances, ce serait ça. Cette émission, elle sera rediffusée lundi matin à 8h30. Et puis, moi, je vous dis merci. Merci à Mamie, merci à Corinne, à Caroline de Fort-de-France, à Dominique de Ducos, merci à Géry Letang, merci à Yannick et à François qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à Lissac pour mes lunettes, merci à la boutique Aimée pour ma robe et merci à Ozone pour ma coiffure et It Style 41 rue Victor Hugo pour mon maquillage. Merci beaucoup. Merci Guylaine. Et puis tu reviens, à toi. Je pense qu'on a plein de choses à faire, avec plaisir. On prend rendez-vous déjà pour que tu reviennes nous parler de tout ce qui nous entoure. Merci encore. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Do